Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, il s'est pas passé grand chose ce week-end, dernière vidéo en date sur le live de vendredi 12h30, le replay est directement sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller le découvrir, on va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler Chiliz, on va parler ARK, également par rapport à Binance sur un exit pump, est-ce que c'est une manipulation de marché caractérisée ou un gros pic de volatilité initié par des algorithmes complètement fous, on va bien sûr en parler très rapidement dans cette vidéo, je reprendrai juste une petite news qui m'a fait sourire par rapport à un projet français. Donc j'aimerais vous en parler, puisque c'est toujours intéressant de représenter sur la chaîne des Rois du Bitcoin des projets français, mais parfois, ça se passe pas comme prévu, et j'aimerais qu'on en parle ensemble. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On est plutôt long terme chez les Rois du Bitcoin, plutôt investisseurs. Il y a aussi beaucoup de traders. On a aussi des champs sur le salon pour du live trading. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Beaucoup de personnes très expérimentées qui partagent et nous font un plaisir de partager leur setup, notamment sur le Discord des Rois du Marché. Également très intéressant. Avant de continuer, avant de parler Bitcoin, vous avez Bybit qui nous a poussé en fait une preuve de réserve juste ici. On continue toujours plus loin, toujours plus fort pour redonner une forme de confiance aux utilisateurs et aux futurs adopteurs de ces technologies blockchain, notamment cryptoactives, qu'elles soient connues ou inconnues, avec des ratios de réserve de 101% pour BTC par rapport aux utilisateurs de Bybit, par rapport à 101% par rapport à Ethereum, 102% sur l'USDT et 103% par l'USDC. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus grand. Est-ce que d'autres éventuellement vont continuer dans ce sens-là? Je l'espère, puisque c'est toujours très rassurant par rapport à nos utilisateurs, futurs utilisateurs existants ou futurs existants, pour pouvoir éventuellement nous redonner un minimum de confiance. Je le dis, je le redis. Ce qui s'est passé pour FTX Alameda, c'est lunaire. Pensez aujourd'hui, de façon rationnelle, que d'autres exchanges, ou la majorité des exchanges, sont dans la même situation économique, est un non-sens. C'est très personnel ce que je vous dis. Je pense que ce qui s'est passé avec FTX ne peut logiquement pas se passer dans le monde réel. Donc ça s'est passé, c'est un signe noir cataclysmique qui n'a rien à voir avec Bitcoin et avec nos cryptoactifs préférés, mais ça reste très catalyseur. Et c'est repris et amplifié bien sûr par les médias, malheureusement, mais partez du principe qu'on ne peut malheureusement pas faire un cas de généralité par rapport à ce qui s'est passé à FTX. On sait, il y en a beaucoup qui sont coincés et qui se sont fait duper, mais la rationalité de ce qui s'est passé d'un point de vue économique et gestion au niveau de FTX est lunaire. C'est délirant. Ça dépasse l'entendement. Et on ne peut malheureusement pas, et il faut tout de suite, je pense très rapidement, peut-être pas le supprimer littéralement, mais en tout cas ne pas le jouer dans sa globalité. Ça reste un biais psychologique très catalyseur et très fort, mais on ne peut malheureusement pas le prendre en considération dans des potentiels retournements de situation ou mouvements tendanciels haussiers qui potentiellement est en train de se mettre en place actuellement sur les marchés crypto et notamment les marchés plus traditionnel. Je voulais vraiment vous en parler, je trouve ça très intéressant. Je fais juste la petite bifurcation. Je vous en ai parlé dans le live, je double le bonus Bybit, donc je travaille avec eux, je suis très heureux d'échanger avec eux depuis plusieurs mois maintenant. Donc restez à chaud, je le fais personnellement, vous savez les petits revenus et les bonus d'affiliation que je reçois, et en fait je vous les redistribue directement, donc restez au chaud cet hiver, recevez 25$ de bonus sur les contrats futurs, donc pensez bien à participer à l'événement ici, et de mon côté je vous double ce bonus là, tout simplement, en 25$ USDT en spot. Donc il faudra bien sûr vous inscrire sur Bybit, donc c'est pour les 30 prochains nouveaux inscrits, vous êtes déjà plusieurs à en avoir profité, je paierai tous les bonus tous les mardis, comme ça vous le savez, faire un premier dépôt de 100$ et inscrivez-vous bien et remplissez bien, ce sera dans la description par rapport au petit Google Form, UID Bybit, nouvellement créé, et une adresse TRC20, donc sur la blockchain Tron, donc TNB7 par exemple, ça c'est la mienne, si vous voulez vous m'envoyer des USSD, n'hésitez pas bien évidemment, donc c'est juste pour vous donner un exemple, n'hésitez pas à utiliser une adresse publique TRC20 et non pas ERC20. Pourquoi TRC20? Parce que beaucoup moins cher au niveau des frais, tout simplement. Parce que je crois que c'est 4 ou 5$ pour envoyer actuellement. Alors c'est les échangeurs qui prennent aussi beaucoup au râtelier, sinon c'est moins de 1$, logiquement. Mais les échangeurs, bien sûr, se rémunèrent copieusement sur les frais de transaction de leurs clients. On commence tout de suite avec Bitcoin. On avait tracé ces petites obliques ici, on peut même en tracer une fantôme qui se trouve juste là, qui serait potentiellement une confluence par rapport à un retour sur entre les premiers arrêts et 0,50 par rapport à
tout ce précédent mouvement, prenant les bottoms et par rapport à les petits tops, on tente d'essayer de structurer un espèce de range entre les 15 500 $ et les 17 500 $ jusqu'à preuve du contraire. Ça tend à tenir, donc il y a des vendeurs qui commencent à se présenter. Je pense qu'on a piégé pas mal d'acheteurs, donc on l'avait regardé ensemble tout au long du week-end. On l'avait partagé juste ici sur les clusters de Kingfisher. Hein, j'avais partagé ceci, je sais plus trop où, voilà, juste ici, des acheteurs qui sont très motivés. Donc c'était hier dans la journée. Et on dit, bah oui, mais là, ça part plutôt au nord, non? Oui, bon, généralement, c'est on récompense les plus patients, on donne raison aux impatients, mais on récompense les plus patients. Et puis derrière, ça n'a pas loupé. En ce début de lundi, on est parti chercher quelques poches de liquidité, et puis il tente à disparaître, tout simplement. Donc on peut aller un peu plus profondément, ne nous y trompons pas. On peut aller chercher ces fameux premiers arrêts ou 0,50. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps pour aller chercher cette petite oblique cachée, qui sont aussi des confluences, et c'est toujours important de le rappeler. Si vous mettez en délit avec Ichimoku Kinkoyo, vous avez un cluster ici, vous pouvez venir chercher les clusters, mais entre guillemets un support dynamique sur une Kijun à 16 460 $, tout simplement. Donc c'est aussi une confluence par rapport à ce retracement de 0,50%. Soyez-en sûrs. Il y aura donc des acheteurs sur ces niveaux de prix ici, sans pour autant mettre en cause la dynamique tendancielle de fond court terme, actuellement en délit avec des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents, qui permet de nous définir une dynamique tendancielle haussière de fond court terme, actuellement en délit. Donc si on trade en 1 heure, on revient 2 time frames supérieurs. C'est généralement comme ça qu'on peut éventuellement faire pour aller éventuellement chercher des longues ici, donc plutôt des achats dans le suivi de la tendance. Ethereum, c'est assez similaire. Vous aurez ici Kinju aux alentours des 1190 $. Les invalidations, si on avait des A, B, C ou X, Y, Z, bon, c'est toujours la même chose. Vous aurez potentiellement des invalidations de tendanciel haussier si on vient à travailler sous les 1150 $. Voilà. Côté Bitcoin, rien de plus à dire. J'attends juste, moi, personnellement, au niveau de notre CVD sur le spot, des retours acheteurs actuellement, et on ne le voit clairement pas. C'est plutôt de l'achat sur les contrats futurs. Donc j'attendrai réellement des retours acheteurs plutôt puissants. On a toujours un funding relativement négatif. On est complètement dans les chaussettes au niveau de nos open interest. Donc c'est plutôt bon signe pour le coup. Les gens ont plutôt peur. Ils vendent très vite. Donc ils achètent en longue dans la peur, potentiellement dans le déni, et coupent très vite leur position avec un minimum de perte parce qu'on voit le désespoir et on voit Bitcoin à 10 000 $. Et très probablement que le marché fera complètement la différence de ce que la majorité pense, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et ce qui est super important, c'est à quel moment on passe boule en réalité. Je pense qu'on passera boule sur l'intégralité des invalidations tendanciellement baissières. En somme, actuellement, vous avez beaucoup, et je dis bien beaucoup, d'ordres actuellement aux limites qui sont positionnés, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Bybit, que ce soit sur Coinbase, et on le voit très très bien sur Coinbase, des ordres qui sont positionnés en limite en dessous des précédents lots. Généralement, on ne vient pas les chercher hors news catalysante très puissante, et pour l'instant, on ne les a pas, ces news-là. Donc on ne peut malheureusement pas agir en fonction de ce que l'on croit, mais uniquement en fonction de ce que l'on voit. Et à quel moment ces gens-là abandonneront, entre guillemets, leur idée d'acheter moins cher du Bitcoin? Je pense qu'il faudra qu'il soit haut, le Bitcoin. Et je pense qu'il faudra qu'il soit, voire très haut. Et pour moi, ce serait au minimum au-dessus des 28 000 $. Au-dessus du premier arrêt historique. Ou du précédent gros mouvement, je sais, voilà, par rapport au précédent mouvement de toute cette dynamique tendancielle baissière vis-à-vis de Celsius, Terra Luna, etc. Je pense que ce sera clairement là, lorsqu'on viendra au-dessus des 28 000 $, au-dessus de ce fameux premier arrêt, où, entre guillemets, on switchera boule. Donc vous voyez qu'il faut quand même du temps, il faut quand même de la construction, et ça peut arriver relativement vite, ne nous y trompons pas. Ça peut arriver relativement vite. Et ce sera très probablement catalysé, en tout cas les premières briques d'un point de départ catalysant par rapport à une confirmation tendancielle court terme de fond sur une dynamique haussière, sera probablement catalysé par le CPI aux États-Unis, donc c'est demain, et également le CPE Core et FOMC mercredi. Vous les avez ici. On va le reprendre ensemble, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Cette semaine, donc vous avez l'IPC, donc ce sera donc mardi, le PC Core, IPC, CPI, et vous avez également le FOMC, ce sera juste ici, conférence de point du 20, décision de la Fed au niveau des taux, ce sera donc mercredi 20h. Actuellement, on le sait, vous avez une diminution au niveau du taux de l'inflation aux États-Unis. C'est très représentatif. On était à 9,1, puis ici 8,5, puis après 8,3, puis après 8,2, et puis après 7,7. FTX n'a malheureusement pas aidé le marché crypto, mais ceci étant dit, on revient au début de la vidéo, il faut faire très attention à cet énorme biais psychologique. Soyez-en certains, d'accord? S'il n'y a pas d'autres signaux noirs, d'autres catalyseurs, il est probable que nous ayons des bottoms de marché, en tout cas en construction, qui potentiellement pourraient s'avérer définitifs.
Si on prend de façon arithmétique cette décroissance au niveau de l'inflation aux États-Unis, on peut partir du principe qu'on perd environ 0,3 tous les mois. Donc on est passé de 9,1, puis jusqu'à 7,7. Et là, on a un consensus plutôt optimiste à 7,3. Donc on continue à perdre entre 0,3, 0,4, 0,5, etc. Mais en moyenne, on peut éventuellement s'entendre sur les 6 derniers mois une diminution de 0,3. Si on prend cette arithmétique, à quel moment on retrouve une inflation aux États-Unis à 2%? C'est intéressant peut-être d'en parler parce que ça permet de remettre les choses en perspective. On aura en fait un taux d'inflation à 2% si on suit de façon très bête et disciplinée cette arithmétique exactement là, en juin 2024. Je pense que c'est intéressant de le dire puisque ça va permettre en fait de continuer à travailler sur notre scénario qu'on a encadré ensemble, avec une continuation potentiellement haussière jusqu'à aller chercher une zone de rechargement de vente logique. On vient breaker cette petite oblique ici, donc déjà le public pourrait potentiellement passer boule, le retail pourrait passer boule, pour aller chercher de la distribution dans des poches de liquidité complètement logiques, des gens qui ont acheté les bottoms de marché provisoires, les V-bottoms sont menés à être retestés, on viendrait potentiellement chercher une espèce de plateau au niveau des taux directeurs à 10 ans américains, on trouverait ce fameux plateau. Derrière, on cracherait le marché, très probablement. Pourquoi? Parce que on verrait que la Fed fait son pivot, oui, mais généralement c'est buy the rumor, sell the news. Au moment où on va entre guillemets donner la news du fameux pivot de la Fed qui va faire du 5,50 ou du 5,75 ou du 5% au niveau des taux directeurs, va repasser à 4,50, puis 4, puis 3,50, etc. Et ben ce sera très probablement vendu pour aller chercher des points bas, retester ce V-bottom, mettre tout le monde du mauvais côté du trade, très probablement. Et ici, on aura très probablement deuxième trimestre 2023, troisième trimestre 2023, le dur de la récession, qu'elle soit dure ou qu'elle soit douce, il faut le comprendre. C'est ici où le monde, les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc., vont ressentir, peut-être pas la Chine pour le coup, parce qu'ils sont toujours ils arrivent à pivoter très fort. Mais en gros, Europe, États-Unis vont ressentir dans les chaumières, si vous voulez, le poids de la récession ou le poids de la crise, si vous voulez, une nouvelle crise économique qui est encore une fois très cyclique, pour derrière retourner le marché et aller nous faire de nouveaux plus hauts. On pourrait potentiellement les faire avant, c'est toujours pareil, on ne connaît pas les tops, on ne connaît pas les points bas et les points hauts du marché, mais potentiellement faire ça, et on aurait une corrélation à 2 mois près par rapport à quoi? Par rapport à la halving du Bitcoin, tout simplement. La halving du Bitcoin qui sera exactement en avril 2024. Donc on serait potentiellement à 2%, voire proche de 2% en mai-juin 2024 par rapport à l'inflation, et on aurait notre halving en avril 2024 par rapport à Bitcoin. Toutes les planètes seront potentiellement alignées. Et je fais exactement le même scénario. On pourrait aller chercher relativement haut. Un marché peut retracer de moitié en moins de 10 mois de temps. Aller retrouver les 42 000 $. Target NMS, c'est 38 000 $. Vous connaissez l'histoire. On peut revenir sur un premier arrêt. 35 000, 36 000 $. Pas de problème avec ça. Derrière, flush le marché. Buy the rumor. Sell the news. Et l'halving arrivera. On peut éventuellement aller chercher beaucoup plus bas. Je ne dis pas complètement le contraire, que ce soit sur le marché traditionnel ou que ce soit sur le marché crypto. Mais ce sera fortement catalysé. Exemple, juste ici, quand on était en mars 2020, c'était catalysé par le Covid. Et actuellement, personne ne sait s'il va y avoir un Covid numéro 23. Vous voyez ce que je veux dire? On ne le sait pas. Donc le marché s'ajustera en fonction des informations qu'il a à l'instant T. Toujours. Mais ce scénario est jouable. C'est celui que j'encadre. Mais il faut continuer, entre guillemets, la diminution de l'inflation, etc. Au moment où on aura le pivot, je pense que ce sera vendu par le marché. Pourquoi? Parce que ce sera le pire moment d'acheter. C'est toujours la même chose, généralement, et le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Ça, c'est le premier catalyseur. Le deuxième catalyseur, et vous le savez, c'est la Fed, qui regarde quelque chose de très important, c'est le PCE Core. Ça nous donne en fait un indicateur de où peut aller éventuellement les taux directeurs de la Fed, notamment des bons du Trésor à 10 ans américains. On le sait, Powell veut placer juste au-dessus ses taux directeurs au niveau du PCE Core annualisé. Actuellement, il est à 5. Donc, je peux potentiellement comprendre et valider les anticipations de marché vis-à-vis des taux directeurs sur les 5, 5,25 actuellement au niveau du consensus. Partez du principe que si vous avez le PCE Core, qui est donc l'information la plus regardée aujourd'hui par la Fed, continue à décroître, donc on passe à 4,75 ou 4,50 ou 4,30 ou je ne sais pas trop, d'accord? Partez du principe que Powell ne pourra plus
Sinon, ce serait une vraie incertitude pour le marché, puisque en fait, on ne saurait pas vraiment ce qu'il cherche à faire, pour le coup, donc très peu de doutes par rapport à ça. Partez du principe qu'il ne pourra malheureusement pas continuer à augmenter ses taux. Donc il restera très probablement sur du 4,75 ou 5 ou 4,50, mais toujours en restant un tout petit peu au-dessus pour arriver à ce plateau au-dessus du CPE Core. Voilà, ça c'est clairement le consensus aujourd'hui des marchés. Donc aujourd'hui d'avoir entre guillemets des visibilités à 5, 5,25, c'est normal. Partez du principe qu'en fonction des informations qu'on aura à l'instant T, ce sera très vite pricé. Très vite pressé. Et c'est pour ça que si on a un bon CPE Core mercredi et non, le CPE Core ce sera le 23 décembre, pardon, mais si on a un bon CPI déjà demain, je pense que ce sera une bonne indication catalysante vis-à-vis de la suite par rapport aux décisions de la Fed. Partez du principe que ce fameux CPE Core qui est actuellement à 5, c'est exactement le taux d'inflation corrigé de l'énergie et de l'alimentation, tout simplement. Ce qui est considéré comme des outils volatiles ou des biens volatiles ou des services. On dit ça bon bref, j'ai pas le mot, c'est pas très grave, mais en gros c'est qu'il y a une fluctuation par rapport à des mouvements conjoncturels et non pas structurels. Donc le PCE Core, c'est clairement l'inflation des biens et des services hors énergie et hors inflation. Alors bien sûr, tout est lié, je ne dis pas du tout le contraire, mais partez du principe que c'est clairement ce qu'on regarde et ce que la Fed regarde actuellement. 5, tout est bien positionné. Le marché est là où il doit être actuellement. Les taux directeurs sont là où ils doivent être. Derrière, ce sera très catalysant par rapport aux décisions de la Fed future. On le sait, il navigue à vue. J'espère que je vous ai aidé là-dessus, parce que pour le coup, il ne faudra pas être du mauvais côté du mouvement. Hein, on le verra très fortement sur le Discord et très fortement sur Twitter et sur plein d'autres choses. Je pense que c'est très important par rapport à tout ça. Voilà, vous avez à peu près toute ma vision. J'aimerais juste vous parler d'un truc. Je trouvais ça intéressant. Parce que c'est clairement un peu le combat qui est en train de se passer avec la SEC, notamment vis-à-vis de XRP. Est-ce que, oui ou non, le token XRP est considéré comme une securities? Un securities, c'est quoi? C'est en réalité une action, si vous voulez, pour pouvoir lever des fonds, et c'est très réglementé. Tout simplement, il y a de l'imposition, des très forts impôts dessus, etc. Quand vous introduisez en bourse, vous avez bien sûr des impératifs à respecter, et c'est très encadré par la SEC. Donc c'est à peu près ce qu'on peut reprendre par rapport à toutes ces fameuses crypto-monnaies qui seront peut-être demain considérées comme des securities, et à ce moment-là, ce sera moins sympathique pour l'Eldorado des crypto-monnaies. Si c'est considéré comme des commodities, peut-être un peu plus, et si c'est considéré comme une nouvelle classe d'actifs, et je pense qu'on va dans cette direction-là, ce sera un Eldorado comme jamais on a reçu des fonds sur ces marchés-là, et Bitcoin pourra très allègrement chercher les 230 000 $, partir du principe. Actuellement, on ne le sait pas. C'est un scénario qu'on essaie éventuellement de définir ensemble. Donc vous avez bien sûr votre avis. Chacun, on peut avoir des avis qui divergent, mais on tend tous vers le même chemin, la même direction, quel que soit le chemin qu'on arpente. La finalité sera potentiellement la même, c'est de voir s'apprécier les tokens, et nos tokens préférés, notamment Bitcoin et Ethereum en particulier. Levée de fonds sans céder de capital, bienvenue dans le monde de l'ICO. Alors déjà, c'est pas très bien au niveau du monde. En fait, c'est pas du tout l'objectif de lever des fonds ou lever des capitaux, c'est pas le but, parce que ce serait en fait clairement considéré comme du security ou comme des actions. Bon, donc l'idée de ça, c'est une société donc bordelaise qui propose ce type de choses pour dire, vous pouvez émettre votre propre token, pas de problème, vous cédez pas de capital, donc vous gardez vos droits, entre guillemets, par rapport à la gestion même de votre entreprise. Qu'est-ce que vous apportez dans votre token? C'est vous qui décidez. Est-ce que c'est un utility token? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous avez de la gouvernance? Est-ce que vous avez un droit de décision? Est-ce que vous mettez un petit peu ce que vous voulez? C'est toujours pareil. Éventuellement, si la communauté est d'accord, why not? Et si le projet est plutôt sympa, why not? Et on va regarder en fait ce qui s'est passé, puisque ils ont fait ce type de choses pour eux-mêmes. Donc cette petite boîte, probablement très sympa, je vous laisserai aller la chercher, c'est une société française, c'est clairement ce qu'ils proposent. Alors ils proposent d'autres petites choses, mais plutôt pas mal. Donc ils ont fait cette technique-là, si vous voulez, ils l'ont faite pour eux-mêmes. Et ils ont lancé ce qu'on appelle Power, le token Power, avec Civic Power. Et vous retrouvez en fait les mêmes personnes derrière. Vous avez ici Jérémy Albert, vous avez ici Christophe Combord, et vous avez dans l'équipe de Power, vous avez Christophe Combord et vous avez Jérémy Albert. Ok, pas de problème avec ça. Donc on comprend qu'il y a les mêmes mecs derrière, ou les mêmes hommes et femmes derrière ce projet-là. Ce qui était très très intéressant, c'est que le jeton Power et Civic Power, qui a levé 3,7 millions d'euros, donc on parle bien le terme est important, qui a levé 3,7 millions d'euros. C'est une levée de fonds à travers un token. Donc considéré peut-être comme du securities, soyez
Actuellement, il y a un vide juridique hein, en Europe et en France, etc. Donc, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Est-ce qu'à un moment donné, ce sera rétroactif? Logiquement, les lois ne sont jamais rétroactives, mais attention à ce type de choses. Parce que pour le coup, ça peut éventuellement s'arrêter du jour au lendemain, ce type de choses. Donc je voulais vraiment vous diriger dans ce sens-là par rapport aux termes utilisés, par rapport au manque aujourd'hui de législation à travers ces pratiques-là, qui ne sont pas des mauvaises pratiques en soi. Mais attention parce que des fois, en fonction de ce qu'on vend, et en fonction de ce qu'on approche et ce qu'on apporte, eh ben c'est peut-être pas tout rose non plus, surtout pour ceux qui vont s'y engouffrer et qui vont les acheter, finalement, ces tokens, pour pouvoir lever des fonds. Et ils disent, 18 mois se sont écoulés, Buyback Burn sont maintenant opérationnels, Power est le token émis en France qui a rendu le plus de valeur à ses propriétaires. En somme, les propriétaires du token Power, en 2022. Allons voir. Allons voir. On va chercher Power. Power, Civic Power, token français. Actuellement, c'est 3,55 millions de dollars si c'est 100% dilué. Le token a été émis exactement ici à 3,8 dollars sur la Binance Smart Chain et aujourd'hui, il vaut exactement 0,06 dollars. Il est passé de 3,8 dollars à 0,06 dollars. Ce truc s'est littéralement effondré. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont levé des fonds ou est-ce qu'ils ont attendu que l'ICO avec... Je sais pas, j'ai pas du tout suivi ce projet-là, donc peut-être que ça manquait de marketing ou ça manquait de plein de choses. En tout cas, ils ont testé leur truc sur leur propre token et ce machin a perdu 99,9% de sa valeur. Voilà pour ça. Et actuellement, Binance Smart Chain, et c'est à peu près 3000 € de volume, donc grosso modo, c'est votre volume à vous qui faites le volume quotidien de ce petit token. Donc non, malheureusement, ça n'a pas apporté le plus de valeur, c'est 0. Voilà. Et beaucoup de tokens finiront à 0, alors que peut-être que le projet en lui-même derrière est intéressant. Hein, lever des fonds sans céder de capital, bienvenue dans le monde de l'ICO, ça peut intéresser plein de startups françaises qui auront de plus en plus de mal à se recapitaliser par rapport au durcissement et à l'augmentation des taux d'intérêt, les banques de plus en plus frileuses pour prêter de l'argent. Peut-être que ce type de procédé serait une nouvelle source de levée de fonds et une nouvelle source de financement pour ces startups qui seront en difficulté demain pour pouvoir éventuellement lever de l'argent. Faites très attention et soyez très sélectifs, bien évidemment, dans vos recherches et dans vos choix par rapport au token. Je vous en parle puisque demain, c'est aussi, me semble-t-il, et je sais que vous êtes nombreux de la communauté à être sur Swissborg, mais il me semble que Swissborg aussi va lever des fonds, ou en tout cas est en train de faire de lever des fonds. Regardez Swissborg. Je voulais pas forcément en parler, mais pour le coup, il y a un truc qui est en train de se passer, donc je voulais vraiment... Ils m'ont contacté, on a beaucoup discuté avec Swissborg, je trouvais ça très intéressant. J'aimerais faire peut-être même un projet avec eux, éventuellement rencontrer le PDG, le cofondateur. Ça va être sympa. J'aime bien Swissborg. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo là-dessus avec Rémi de Lyon, c'est un early investor. Si vous retrouvez, si ça vous intéresse, cette vidéo-là, vous le trouvez dans la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Vous avez Swissborg, l'échangeur du futur qu'on avait fait avec Rémi de Lyon. C'était très intéressant, que vous avez beaucoup apprécié. C'est ici Seria Swissborg. Voilà, nouveau. Donc si ça vous intéresse, je pense que ceux qui sont dedans vont probablement... y participer, et actuellement, je crois que c'est valorisé 400 ou 500 millions de dollars, actuellement Swissborg. Donc ils vont lever de l'argent, et à travers leur propre solution. Donc je trouvais ça plutôt sympa, mais c'est pas en tokenomics, etc. Là, pour le coup, vous prenez une vraie part, logiquement, de l'entreprise, en tout cas, me semble-t-il, mais voilà, c'est à peu près ce qu'ils proposaient, si vous voulez, au niveau donc beaucoup de concurrents sur le même, probablement, truc, hein, Ibex, mais peut-être que Swissborg, une communauté beaucoup plus grande, c'est peut-être il y a 700 000 personnes chez Swissborg. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, je lance ça comme une bouteille à la mer parce que j'y pense, ça m'a traversé l'esprit. N'hésitez pas à aller vous renseigner, je le suis personnellement de près. Si ça vous intéresse, moi je regarde très attentivement, et si vous voulez qu'on en discute sur le Discord, avec grand plaisir. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, je n'ai pas plus de choses à dire. Allez, on finit juste sur le petit exit pump de Arc. Ça a beaucoup bougé sur le Discord ce week-end, ça nous a fait beaucoup rire. Donc partez du principe que ça ne s'est passé que sur Binance, parce que les autres échangeurs ont fait plus 50 ou plus 100%. Non, BUSD contre Arc contre BUSD, et ça a fait du 500% ou 550%, hein, vous voyez, ou 600%. Donc c'est typiquement un exit pump, ça, qu'on peut éventuellement voir. Ça a été listé assez récemment sur Binance, ce n'est que en BUSD sur Binance. Donc est-ce que c'est une manipulation de marché? Est-ce que c'est tout autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sur Bitfinex, Bittrex. On peut aller voir sur Bittrex. Ça n'a clairement pas fait ça, bien que ça a structuré des choses très intéressantes. Voilà, plus 100%. Je sais pas. Manipulation de marché, c'est un petit token. Arc, hein, c'est un layer 1, une blockchain de layer 1.
Toujours très intéressant, mais est-ce que c'est des algorithmes qui ont complètement pété un boulard? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a pas eu de news qui ont été partagées sur le Discord. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à le partager directement dans les commentaires, hein, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais toujours la même chose. Si vous y êtes, prenez des profits. Tant que le marché ne donne pas la direction, ça ne fonctionnera pas. Prenez l'exemple de Chiliz. Hein, si le marché ne donne pas la direction, Chiliz ne fera probablement pas cavalier à part. Et c'est toujours très frustrant, et vous avez raison. On a structuré, on a clôturé en dessous des précédents lots, notamment en weekly. Donc c'est très dommageable. Hein, on est toujours dans ce suivi de tendance, ne nous y trompons pas. Je suis passé à 7% de mon exit et il peut y avoir une forme de frustration. Donc j'ai reperdu 56% derrière. Voilà, machin, je sais que certains d'entre vous l'ont eu, donc très heureux pour vous. Derrière, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve exactement en train de faire une forme de neckline d'un précédent W weekly et pas un petit. Il est ici, ce magnifique W weekly. On est en train de faire un neckline, donc un roi de pique sur Chiliz. Et derrière, on se retrouve où? Dans une zone de rechargement d'achat long terme, entre les 618 et les 86. Donc c'est pas ici qu'on achète du Chiliz, parce que ça part to the moon et ça passe à la Coupe du Monde. On prend des profits pour la Coupe du Monde. Juste un petit peu déçu d'avoir dit buy the rumor, sell the news. Et moi j'avais dit plutôt, logiquement c'est sell the rumor, buy the news. Et on aurait pu nous envoyer to the moon, mais malheureusement cette grosse bougie rouge, vous savez c'est laquelle, et je pense qu'elle aurait été dans l'autre sens si jamais il n'y avait pas eu éventuellement de fortes catastrophes. Mais c'est comme ça. On ne sait pas, donc on ne fait pas en fonction de ce que l'on croit, mais plutôt en fonction de ce que l'on voit. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que ça nous fait un magnifique petit neckline d'un W weekly précédent, un roi typique, juste ici, dans une zone de rechargement d'achat, dans une première classe historique par rapport à Chiliz. Chiliz, je le vois exactement sur le prochain cycle à minimum à 1,50$, juste ici. Soyez effectivement vigilants, n'investissez que dans ce que vous croyez, faites vos recherches de votre côté. Je crois très profondément en cette crypto et j'irai très probablement chercher des précédents lots si on nous donne éventuellement une forme de direction, s'il n'y a pas de catalyseur, mais peut-être un investissement de très proche ici des précédents lots serait pas complètement insignifiant, moins 50%. J'adore cette crypto. Je pense que honnêtement, elle nous a proposé le magnifique pullback, et ceci est un pullback. Hein. C'est pas un crash sans précédent. Chiliz n'ira très probablement pas à zéro. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. C'est tendanciellement baissier. On a retourné la dynamique. Donc maintenant, il faut plutôt voir des pullbacks, et tous les pullbacks et retracements sont faits pour être achetés sur des time frames en weekly. C'est pas des petites time frames pour le coup. Honnêtement, si je n'étais pas dans Chiliz, c'est ici que j'achète personnellement. Donc j'ai acheté un tout petit peu plus haut. que voulez-vous dans une première classe ou sur le neckline? Oh, j'ai dû acheter par là, moi. Moi, je sais plus trop où j'ai acheté. Mais j'en sais rien. Mais non, j'ai acheté beaucoup plus bas, me semble-t-il. Parce que je suis pas à 110% là, si. Ah si, moi j'ai acheté un tout. Bon, ça a dû bouger. Bon, bref, c'est pas très grave, on s'en fiche complètement. J'ai dû acheter, j'en sais rien par où. Bref, je suis patient. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté plus bas et qui ont eu leur 110%. Je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous pouvez éventuellement réinjecter des profits. Alors, c'est toujours très délicat, hein, mais vous pouvez éventuellement réinjecter des profits sur Chiliz. Vous avez plus de Chiliz pour le même prix. Pas magique le truc. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Soyez vigilants, renseignez-vous bien sur vos projets crypto préférés. Et actuellement, on est plutôt dans le dur, donc on sera patient chez les rois. Mais demain sera très catalysant. On en parle, bien évidemment, demain